Bonjour à tous. Franck Becker, secrétaire général de l'Association des médecins urgentistes de France depuis peu. Nous avons la chance d'échanger aujourd'hui avec Pascal André, médecin urgentiste, mais égal infectiologue et interniste, et qui fait depuis longtemps déjà des missions humanitaires un peu partout sur le globe, à Mayotte, ou maintenant plus précisément, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à Gaza. Donc, nous avons voulu recueillir, Pascal, ton témoignage aujourd'hui sur les conditions de travail extrêmes, sur les difficultés rencontrées. Tu nous as décrit des services et des blocs opératoires débordés, des patients soignés à même le sol, un hôpital conçu pour une capacité limitée, accueillant un nombre bien supérieur de personnes. Tu as été confronté à un afflux constant de blessés, de nombreux enfants, un manque criant de matériel médical et malheureusement, maintenant depuis plusieurs mois, on ne peut même plus rentrer à Gaza. Ton témoignage offre donc un regard unique et précieux sur l'urgence humanitaire et le dévouement des soignants sur le terrain. Est-ce que tu peux compléter cette présentation ou la corriger, l'ajuster? Oui, volontiers. Déjà, merci, parce que c'est la première fois depuis mon retour en février 2024 qu'un espace de soignants s'ouvre pour parler de ça, parce que pour l'instant, malheureusement, euh, l'opprobre et le silence règnent. Nous n'arrivons pas à parler de ça entre nous, dans nos services, dans nos hôpitaux, en France et ailleurs. Comme si il était indécent de revenir quand même à la base de ce qui nous engage, notre serment, qui nous invite à penser avec un A, c'est pour ça que nous sommes là urgentistes ou autres, au service des patients, mais penser avec un E sur ce qui est à l'origine de la maladie, du maladir, du souffrant du patient que nous rencontrons. Et donc, merci d'autoriser cet échange. J'espère qu'il y aura des retours et qu'on pourra continuer, et que lors des réunions des sociétés savantes ou des congrès, nous puissions aborder cette question-là du deux poids, deux mesures. Hein, lorsque l'Ukraine a été envahie par la Russie, la Fédération de Russie, nous étions très nombreux soignants partout en France et dans le monde à se mettre debout, à ne pas supporter que les hôpitaux soient attaqués, que nos soignants, nos confrères soignants soient mis en danger, incarcérés, tués, torturés. Et tant mieux. Et les fédérations, le Conseil de l'ordre, le Conseil européen de l'ordre des médecins, s'est très rapidement positionné en 3 à 6 mois. Voilà maintenant plus de 22 mois que la situation se passe ainsi, donc à Gaza et en Cisjordanie, par non-application du droit international, par méconnaissance du droit international. Et donc, moi, je suis dans mon métier de soignant. J'étais là-bas comme infectiologue, non pas comme urgentiste. J'ai juste passé 6 heures, 8 heures, entre 6 heures du matin, un bombardement terriblement violent, et midi, donc dans le déchoc. Le déchoc, ça ressemble pas trop à notre déchoc. Le déchoc, c'était une grande salle qui faisait 5 mètres sur 4 mètres, avec une dizaine de personnes au sol, dont la moitié d'enfants. Un brancard, très peu de matériel disponible, des cris partout, des gens qui rentraient en permanence, aucune organisation disponible. Donc, que ce soit en Cisjordanie où j'étais en avril 2023 ou à l'hôpital européen Ragnounès en février 2024, les confrères nous ont dit, à moi et 35 autres soignants français qui sont rentrés depuis, mais aussi aux nombreux soignants jordaniens, américains et d'autres pays. Merci d'être là, mais repartez chez vous. Nous, les soins, on est aussi compétents que vous pour les gérer. Le niveau de soins, donc à Gaza, avant la, la réaction totalement disproportionnée du gouvernement d'extrême droite d'Israël suite aux événements du 7 octobre, qui sont totalement à condamner aussi, bien entendu, euh, était une offre de soins similaire à la ville de Paris pour une superficie à peu près équivalente à Paris et sa grande couronne. Dans des conditions pourtant dantesques. 17 ans donc d'enfermement,
avec un blocus des plus compliqués, des checkpoints partout, et malgré tout, donc, un niveau de soins équivalent au nôtre. Une population parmi la plus éduquée du monde et des urgentistes probablement bien plus compétents que nombre d'entre nous, en raison malheureusement de l'afflux constant de blessés, blessés donc par arme de feu, par arme de guerre, par bombardement, blessés aussi de la route, parce qu'en Cisjordanie, il y a énormément de victimes d'accidents de la route. Et donc, des gens extrêmement cultivés, extrêmement compétents. En février, donc 2024, ça faisait déjà quelques mois que la situation était compliquée, ils étaient au service. Ils étaient au service alors que tous ceux qu'on a rencontrés avaient déjà été déplacés 6 à 8 fois en février 2024. Ils avaient perdu en moyenne 8 kilos. Ils n'étaient pas payés, puisque beaucoup, ceux qui n'étaient pas morts à l'hôpital Al-Shifa ou emprisonnés après l'attaque de l'hôpital Al-Shifa ou les autres hôpitaux du Nord, étaient venus à l'hôpital européen, donc il y avait pléthore de médecins. Parmi ces médecins, certains n'étaient plus en mesure de travailler, soit blessés psychiquement, parce que déjà, quand vous aviez perdu en février 20 personnes, 30 personnes de votre famille, qu'on avait détruit votre maison, votre lieu de vie, votre bibliothèque, tous vos diplômes, c'est compliqué de vivre pour certains. Mais quand même, la majorité était là, et était là à se donner sans le moindre salaire. Les gens mouraient des complications parce qu'il n'y avait plus d'eau ou pas d'eau tout le temps. En tout cas, pas suffisamment de savon. Les antiseptiques n'étaient pas là. Ils n'étaient pas dans la pharmacie qui était à quelques centaines de mètres. Ils étaient à 18 kilomètres de l'autre côté, donc du mur infranchissable de Rafah, où des centaines, des centaines, des centaines de camions attendent depuis novembre, octobre 2023, attendent d'entrer le matériel qui est nécessaire pour que l'eau puisse être stérilisée, pour que les antiseptiques puissent être utilisés, pour que le matériel chirurgical puisse être désinfecté et stérilisé dans les meilleures situations, meilleures conditions, et que les patients qui malheureusement sont victimes de fractures ouvertes absolument délabrantes et hallucinantes, de balles dans la tête, de plaies extrêmement infectées, puissent accéder à une prise en charge infectiologique adaptée. L'hallucinant, j'ai vu le blog, je vous en ai parlé, donc rien pour travailler correctement, pas de préparation cutanée préopératoire. Au laboratoire de bactériologie, j'ai vu des familles qui vivaient dans le laboratoire, qui vivaient à côté des boîtes de pétri, des enfants qui jouaient partout, des familles qui vivaient dans les WC du laboratoire, tellement les gens avaient peur d'être dehors. C'était un petit hôpital de 350 personnes, il y avait à peu près 1000 patients à l'intérieur, et il y avait 25 000 personnes dans un rayon de 300 mètres autour. Euh, Arrivés à être opérés, il leur fallait des lits ensuite, mais il n'y avait plus de lits. Il n'y avait plus de lits parce que les services de chirurgie étaient encombrés de patients qui avaient été opérés, de leur famille, et qui ne voulaient plus partir, et donc plus aucune sécurité à l'intérieur. Donc une population absolument apeurée, avec un stress permanent, que nous, on a juste vécu sur 15 jours, mais des bombardements à 100 mètres, des tirs de sniper, des drones constants jour et nuit. Donc mon frère, il nous disait, merci d'être là, mais repartez chez vous. Repartez chez vous, car tu vois, cet enfant qui est là, il s'est pris une balle par un sniper parce que l'Europe, les États-Unis ne font pas le nécessaire pour que le droit international soit appliqué. Tu vois, ces enfants-là qui sont dans tes bras et qui sont morts, là, ces deux enfants, quand j'étais au Déchoc, j'ai accueilli beaucoup d'enfants morts, beaucoup d'enfants complètement défigurés. Euh, euh, c'est, c'est à cause de votre silence, c'est à cause de votre hypocrisie, parce que vos politiques n'appliquent pas le droit international. Que le droit international nous oblige, nous soignants, à prendre soin des civils, de tous les civils. Notre éthique, c'est de s'occuper de chacun de la même manière. Donc j'espère que chacune et chacun d'entre vous y arrive dans son métier aujourd'hui,
de ne pas tenir compte, de soigner mieux celui qui a des relations, pour qu'il fasse moins l'attente, que voilà, qu'on soigne tous les gens de la même manière, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Donc, quoi, je crois que ça, c'est quand même un point qui doit nous être commun entre nous, tous ce soignants. Mais ce qui est juste insupportable, c'est que notre communauté se taise, que Mm. notre communauté ostracise ceux qui essaient d'ouvrir la bouche, que notre silence contribue à quelque chose d'odieux qui est en train de détruire notre vivre ensemble. Comme soignants, nous sommes obligés, c'est notre, c'est notre fonction, que de dénoncer lorsque on voit aux urgences, par exemple, des personnes victimes de violences. C'est notre devoir que d'agir là-dessus. C'est notre devoir que de prendre soin aussi de la personne qui n'a pas de quoi manger suffisamment parce que situation sociale compliquée, donc de le signaler pour mettre en place d'autres actions. On l'a fait pour l'Ukraine, on le fait à juste titre pour l'Ukraine. Au nom de quoi ne le faisons-nous pas pour des personnes qui sont là alors que le droit nous y contraint et que de ne pas le faire, c'est être hors cadre. Et je crois que comme soignants, nous sommes attentifs à la vie, à la transmettre, à essayer de réduire le mal à dire, la maladie, mais ne rien dire contribue beaucoup à fragiliser ce que nous sommes. Écoutez, c'est mon travail. Je suis dans le plaidoyer depuis 30 ans sur l'accès au droit, l'accès aux soins en France. Donc, bien entendu, quand mes collègues m'ont demandé de revenir en Europe pour essayer de bouger, avec les autres collègues et beaucoup de citoyens, nous rencontrons donc régulièrement des politiques qui sont des politiques plutôt de gauche, le centre ayant vraiment très peu ouvert et très peu de politiques de droite. C'est pas pour ne pas avoir tenté, puisque lorsque vous utilisez l'étendard, entre guillemets, du droit et de l'éthique, normalement, les portes devraient s'ouvrir. Lorsque on parle des valeurs qui définissent la France et l'Europe, les portes devraient s'ouvrir. Eh bien non, les portes, lorsqu'elles s'ouvrent, elles s'ouvrent sur des sourires gênés, de l'humanitaire compatissant. Il faut effectivement laisser rentrer la nourriture, il faut laisser rentrer les médecins. Non, il faut laisser rentrer le droit. Quand les Palestiniens vous disent en dehors de la période de famine, qui est maintenant, bien entendu, bien provoquée, quand ils vous disent ce que nous voulons, c'est le droit, avoir les mêmes droits que vous. Il n'y a aucune raison que le droit ne soit pas appliqué et que nous mourions de par la non-application du droit. Cela doit nous parler et cela ne parle pas assez aux politiques aujourd'hui. Il est temps que ces gens prennent confiance et que nous prenions confiance et que des démarches syndicales comme la vôtre puisse rappeler ce qui nous permet de vivre ensemble et d'être dans une résilience et une résistance commune, non pas militante, en dehors de cette militance autour du droit et de l'éthique et d'une valeur et d'une dignité d'une vie humaine identique pour chacun et chacune d'entre nous, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient nos religions. Je ne fais pas d'humanitaire. Je ne me reconnais pas dans l'humanitaire. Je me reconnais dans l'humanité, mais je ne me reconnais pas dans cette projection, souvent un peu verticale, de savoir ce qui est bon pour l'autre et de comment on va pouvoir l'aider. Le caritatif, parfois, entretient aussi la misère parce qu'il ne dénonce pas souvent l'origine de ce qui se passe. Et donc, un humanitaire engagé et engagé dans le plaidoyer, ensuite pour que les choses changent et que le droit soit appliqué, pas de souci. Mais malheureusement, pour être dans l'humanitaire, entre guillemets, depuis 35 ans, on n'est pas nombreux à s'intéresser à ça. On est nombreux à aller vouloir porter soin, à les aider, à les nourrir, à les sauver. Mais la question qui nous est posée et notre serment nous engage bien davantage. Et donc, j'ai été touché par ces visages de médecins avec lesquels, pour ceux qui sont encore vivants, je suis encore en contact quotidien, à Gaza et ailleurs, et qui nous disent, qui nous rappellent, et qui nous rappellent à nos engagements fondamentaux. Prendre soin, c'est aussi être acteur
autour de ces valeurs qui nous permettent de vivre ensemble et qui sont aujourd'hui énormément menacées.